C'est bon. C'est bon. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir à notre webinaire qu'on fait assez souvent en France. C'est un webinaire Calibrite, mais avant que je commence et on laisse beaucoup de gens, je vois le numéro des gens qui rentrent dans le webinaire, donc je vais faire une petite introduction. Je m'appelle Fabio Venturotti, je m'occupe du réseau de vente européen. Je suis basé en France, donc ça tombe bien, je parle un peu de français. Et voilà, on travaille chez l'UMESCA. Vous avez vu que ce webinaire, c'est organisé par l'UMESCA. Donc l'UMESCA, c'est un grossiste européen dans le monde de photos et vidéos. Et Calibrite, c'est un de nos marques phares dans notre portfolio. Donc Calibrite qui est le leader dans tout ce qui est gestion de couleurs, contrôle couleur, du capture d'image quand vous prenez des photos, de la calibration d'écran jusqu'à la calibration d'imprimante. Donc vraiment le flux complet. Et aujourd'hui, on a notre partenaire Miss Numérique qui est à nos côtes pour soutenir ce webinaire. Et à la fin, il y aura des offres intéressantes s'il y a des choses qui vous tentent à la fin. Et on expliquera tout ça calmement à la fin. Et ça sera répété dans l'email qu'on vous envoie demain, dans la journée demain. Donc aujourd'hui, on a un super sujet, les secrets de l'éclairage pour les photographes culinaires. Je pense qu'on habite en France, on aime tous bien manger et c'est sûr que les choses qui sont présentées très très bien sur une assiette, c'est toujours très bien. Et si on peut le photographier d'une manière efficace et jolie, c'est encore mieux. Donc je vais introduire Soli Kanani, notre ambassadrice pour Calibrite, qui va vous partager ses expériences et son savoir-faire dans ce domaine. Donc, Soli, bonsoir, bienvenue. Je passe le parole à vous. Merci beaucoup, Fabio, pour cette belle introduction. Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis Soli Kanani et je suis très ravie de vous retrouver ce soir ici. Donc, on va parler de les secrets de l'éclairage pour les photographes culinaires et comment vous pouvez imiter la lumière naturelle chez vous ou dans votre studio. Avant de commencer, je vais remercier Calibrite et Miss Numérique pour avoir sponsorisé cet webinaire. Donc, je vais commencer par présenter l'agenda de ce soir. Je vais commencer par de parler de l'importance de l'éclairage dans la photo culinaire. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez imiter la lumière naturelle pour des images éclatantes. Et après, je vais partager des astuces stylisme culinaire pour capturer l'esprit de l'été chez vous ou dans votre studio. Et puis, on va parler un peu de la gestion des couleurs pour des teintes fidèles. Et après, on va finir cet webinaire avec une session questions et réponses. Donc, cet webinaire va être... vous allez voir une replay demain. Et si vous avez des questions, il y a une chat box. Donc, le webinaire sera enregistré si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Donc là, donc ça, c'est moi. Je suis photographe et vidéaste basée à Paris. Je viens de Suède, donc c'est pour ça que j'ai un petit accent. Et à la base, je suis ingénieure, mais en 2019, j'ai quitté mon travail pour me consacrer 100% à la photo et vidéo. Je suis ambassadrice Calibrite et BenQ. Et là, vous pouvez voir mes clients et des partenaires.
Donc, je travaille beaucoup avec des marques culinaires, mais aussi avec des marques de produits et surtout des accessoires pour les des appareils photo. Et si vous voulez voir un peu plus de mon travail, j'ai 2 différents comptes Instagram. Le premier, c'est Soli-K. Là, vous pouvez trouver toutes mes photos de paysages et voyages. Et après, j'ai une deuxième compte Instagram qui s'appelle Soli Kanani studio. Et là, vous pouvez trouver toutes mes photos culinaires et les photos que j'ai prises dans mon studio ou des photos de lifestyle. Et là, il y a aussi le lien pour mon site sur Internet et le lien pour mon chaîne YouTube. Et là, vous pouvez trouver des tutoriels pour la photo culinaire. Et depuis l'année dernière, j'ai aussi une studio photo et vidéo sur Paris. Donc là, je fais tous mes shootings et j'organise aussi des workshops en groupe et des workshops en privé. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes le bienvenu de me contacter. Donc, on va commencer le webinaire par notre premier sondage. Je vais le démarrer là. OK. Donc, la question est, avez-vous déjà travaillé avec la lumière artificielle? Donc, je vous donne 30 secondes pour répondre. Il y a pas mal d'entre vous qui l'utilisent régulièrement ou occasionnellement. Très bien. Donc, je vais... donc, on a presque 50% qui a répondu que vous l'utilisez occasionnellement. Donc, c'est bien. Donc, je vais juste la terminer. Donc, là, c'est les résultats. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'espère que vous pouvez le voir, mais la majorité a répondu occasionnellement. Oui, je pense qu'on ne le voit pas, Oh. mais bon, si vous le dites que c'est 50%, Oui, voilà. presque 50%. OK. Voilà. Et là, je vais... OK, donc je vais commencer par l'importance de l'éclairage. Pour moi, la lumière est le plus important dans la photo culinaire. Et vous pouvez avoir le plus beau plat, mais si vous n'avez pas le bon éclairage, vous ne pouvez pas le mettre en valeur. Donc, avec un bon éclairage, vous pouvez mettre en valeur les textures, les couleurs et les détails de la nourriture, comme vous pouvez voir dans ces 3 photos. En revanche, si vous avez un mauvais éclairage, ou plutôt un éclairage inexistant, peut donner un plat un aspect peu attrayant et peu appétissant comme celui-ci. Donc, celle-ci, j'ai pris dans un restaurant et comme vous pouvez voir, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc, elle a été prise dans un environnement très sombre et ça ne donne pas très envie et ce n'est pas une photo que je peux envoyer à un client. Mais c'est possible de faire un peu de retouche. Donc, je fais 2 différentes retouches. Donc, la première, c'est celui-ci. Et vous voyez qu'il est très, très granuleuse à cause de l'ISO que j'ai augmenté. Et après, je fais une deuxième retouche dans Lightroom. Et on peut avoir un résultat comme celui-ci. Mais si vous utilisez une lumière déjà au début, c'est beaucoup mieux que de perdre votre temps dans Lightroom pour faire la retouche.
Et si vous faites des photos d'action, c'est important d'avoir la lumière aussi parce que pour faire des photos d'action, il faut augmenter la vitesse. Et quand on augmente la vitesse, on a besoin d'avoir plus de lumière. Donc, soit vous pouvez faire les photos d'action à côté d'une fenêtre où il y a beaucoup de lumière, ou soit à l'extérieur avec la lumière naturelle ou avec une lumière artificielle dans votre studio ou chez vous. En photographie culinaire, vous pouvez choisir de travailler avec la lumière naturelle et avec la lumière artificielle. Moi, quand j'ai commencé avec la lumière naturelle, mais aujourd'hui, je travaille presque 100% avec la lumière artificielle. L'intensité de la lumière soleil change constamment, donc vous devrez modifier les réglages de votre appareil lors de la prise de vue. Mais avec les lumières artificielles, vous pouvez contrôler la puissance de la lumière. Et une fois celle-ci est réglée, vous n'avez pas besoin de modifier les réglages de votre appareil photo. Et là, je vais vous montrer deux différentes photos. Donc, celui à gauche, je pris avec la lumière artificielle et celui à droite avec la lumière naturelle. Et ce qui est caractéristique pour la lumière naturelle, c'est que la lumière est dure et que les ombres sont très marquées, comme vous pouvez voir ici. Et là, dans la photo à gauche, j'essayais d'imiter ça. Donc, j'ai utilisé une lumière LED sans softbox, donc je n'ai pas modifié la lumière. Et vous pouvez voir que j'ai réussi d'avoir une lumière dure avec des ombres très marquées. Et là, on a notre deuxième sondage. Je vais vous montrer deux différentes photos et je vais vous demander si vous pensez si la photo A été prise avec la lumière naturelle ou artificielle et si la photo B a été prise avec la lumière naturelle ou avec la lumière artificielle. Voilà. Donc, je vous donne environ 30 secondes pour répondre. Donc, je pense que tout le monde a répondu et je vais mettre fin de l'interaction là. Avec la lumière. OK, donc la majorité pense que la photo A, donc celui à gauche, a été prise avec la lumière artificielle et que la photo B à droite a été prise avec la lumière naturelle. Mais la réponse est inverse. Donc, la photo A, j'ai pris à l'extérieur, donc avec la lumière naturelle. Et la photo B, j'ai pris celui à droite, j'ai pris dans mon studio avec la lumière artificielle. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer que c'est difficile de voir la différence entre la lumière artificielle et la lumière naturelle dans une photo. Donc, je vais vous montrer quelques slides pour expliquer un peu de la position de la lumière. Donc, par exemple, si
on met la lumière à gauche de notre objet, l'ombre va tomber à droite. Et si on positionne la lumière en face de l'objet, l'ombre va tomber derrière. Mais ce n'est pas très flattant pour un objet culinaire. Et c'est quelque chose, donc en fait, on positionne la lumière en face si on fait la photo portrait, parce que là, on ne veut pas voir les rides, mais c'est le contraire dans la photo culinaire. Là, on veut voir les textures et les détails de notre objet. Donc, il ne faut pas positionner la lumière en face de notre objet, mais on peut la positionner derrière notre objet. Et ça, je trouve que ça donne un bel effet parce que la lumière, si on positionne la lumière derrière une boisson comme cette photo-là, vous voyez que la lumière, il passe à travers la verre et donne un bel effet. Donc, on peut positionner la lumière derrière un objet. Et après, sinon, je positionne la lumière soit à droite ou à gauche de mon objet. Et là, je vais vous montrer qu'il y a des différents accessoires pour la lumière artificielle. On a par exemple des cartons en mousse. Moi, je les ai en blanc et en noir. Donc, quand je vais faire une photo dark and moody, donc quelque chose de très sombre, j'utilise un carton en mousse qui est noir pour absorber la lumière. Et si je vais faire une photo lumineuse, j'utilise un carton en blanc pour rebondir la lumière dans mon scène. Sinon, je peux utiliser un softbox pour avoir une lumière très doux ou un diffuseur pour avoir une lumière très douce, mais aussi des ombres douces et pas très marquées. Et après, on peut aussi utiliser une grille en nid d'abeille pour réduire la perte de lumière et pour obtenir une lumière plus concentrée. Et c'est quelque chose que j'utilise aussi pour mes photos dark and moody, donc des photos un peu sombres et nature morte. Et là, on va parler de comment on peut imiter la lumière naturelle pour des images éclatantes. Cette photo, j'ai prise dans mon studio, donc avec une flash sans softbox pour avoir une lumière très dure et pour avoir des ombres très marquées. Et pour imiter la lumière naturelle ou que pour montrer que cette scène est quelque chose que j'ai pris à l'extérieur, on peut aussi utiliser des feuilles en plastique. Je vais vous montrer ici. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour que j'ai mis entre cette mise en place et la source de lumière pour avoir l'ombre comme vous pouvez voir dans cette photo. Et là, c'est une autre photo que j'ai prise dans mon studio avec une lumière LED, donc une lumière continue, sans aucun modificateur de lumière. Donc, il n'était pas dans une softbox. C'est parce que je voulais avoir une lumière très dure pour imiter le soleil de midi et pour avoir des ombres très marquées. Et après, il y a... Qu'est-ce que je fais d'autre dans cette photo? Donc, on a les ombres et j'ai utilisé cette feuille aussi pour avoir les ombres des feuilles. Et je vais donner d'autres astuces, mais je vais vous montrer comment je positionnais mon appareil photo et la lumière. Donc là, j'ai utilisé un LED de la marque Obolite, donc 100 watts, qui est assez puissante et suffisant pour ce type de mise en scène. Et vous pouvez voir que je voulais imiter le soleil du midi. Donc, je l'ai positionné assez haut
Et après, mon appareil photo est juste derrière. Et j'utilisais un angle de à peu près 45 degrés pour prendre cette photo. Et si vous voulez imiter la lumière douce, par exemple, si vous êtes à côté d'une fenêtre ou à l'extérieur ou à l'extérieur, mais qu'il y a pas mal de nuages, on peut faire ça à la maison aussi, mais il faut utiliser un softbox pour avoir quelque chose doux. Et là, je vais vous montrer quelques astuces culinaires pour capturer l'esprit de l'été. J'ai une petite question, Soli. Donc là, la dernière photo, donc il y a la lumière du fenêtre, la lumière du jour. Oui. Vous utilisez une lumière artificielle pour complémenter la lumière qui existe. Non, là, la photo à gauche, j'utilisais la lumière naturelle. Donc, je me positionnais à côté de la fenêtre. Oui. Et la photo à droite a été prise dans mon studio. Totalement artificielle. OK. Artificielle. Donc, c'était juste pour vous montrer la différence. La différence. Oui, OK. Mais qu'on peut avoir le même résultat on peut avoir une lumière douce, mais il faut mettre votre flash ou la lumière LED dans un softbox ou utiliser un diffuseur. Oui, exact. Oui. OK, merci. Merci. Donc, je vais partager quelques astuces pour donner l'impression que la photo a été prise en extérieur. Donc, là, j'ai pris une photo d'une thé glacée avec des glaçons. Et qu'est-ce qui se passe quand on boit quelque chose qui est froid à l'extérieur s'il fait très beau? Donc, le changement de température va donner des gouttes d'eau de condensation. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis sur cette verre-là et je vais vous montrer comment je fais ça. Et je voulais aussi imiter la lumière dure. Et vous pouvez voir que les ombres sont très, très marquées autour de mes objets. Et vous voyez aussi qu'il y a des ombres des feuilles. Et c'est la même feuille que j'utilisais dans cette photo. Donc, c'est des petits détails pour donner l'impression que la photo a été prise à l'extérieur. Donc, c'est important de penser à ça aussi quand vous voulez imiter la lumière naturelle. Donc là, j'ai pris une photo de les coulisses de cette photo à droite. Vous voyez que j'ai utilisé des bras pour fixer les feuilles. Ça, c'est très pratique. Et vous voyez aussi, donc, dans les photos précédentes, vous avez déjà vu l'emplacement de la lumière qui était très haut et l'appareil photo. Et je vais vous montrer comment j'ai fait les gouttes d'eau de condensation sur la verre. Donc, il faut utiliser un vaporisateur. Donc là, je fais un mélange de 1/3 de glycérine et 2/3 d'eau. Et avec ce mélange, vous pouvez vaporiser la verre. Mais d'abord, il faut matifier la verre, mais seulement la partie où vous avez votre boisson. Donc, pour protéger cette petite partie en eau, j'utilise un papier juste pour le protéger. Et après, là, comme vous voyez, j'ai utilisé un déodorant, une antiperspirante pour avoir cet effet matifiant. Mais je sais qu'il existe des sprays matifiants aussi, mais vous pouvez utiliser une antiperspirante aussi. Donc, il faut protéger la partie de haut de votre verre. Et oui, ce que je fais d'abord, c'est de remplir la verre avec la liquide. Et puis, j'ajoute les glaçons. Et après, quand je vois
où le niveau de la liquide est dans le verre, j'utilise le antiperspirant pour matifier cette partie. Et puis, je le vaporise avec cette mélange de glycérine et eau. Et pourquoi mélanger l'eau avec glycérine? Si vous voulez juste, si vous le vaporisez seulement avec de l'eau, vous allez voir que après un temps, l'eau va sécher. Mais avec cet mélange de glycérine et eau, vous allez voir que les gouttes, ils vont rester sur votre verre. Et un shooting peut durer 1 heure ou même plus. Donc, c'est important Donc, c'est bien d'avoir cette mélange pour garder tous les petits goûts sur la verre. Et une autre importante chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez régler la taille de les gouttes avec la distance entre la verre et la vaporisateur. Si vous voulez avoir des trop petites gouttes, il faut avoir une grande distance entre la vaporisateur et la verre. Et pour avoir des gouttes plus grandes, il faut vous approcher à la verre. Et je voulais parler un peu des glaçons aussi. Donc, moi, je n'utilise pas des glaçons vrais parce que vous allez voir, après une quart d'heure, ils vont fondre dans l'eau. Donc, j'utilise des faux glaçons. Et il existe 2 différentes faux glaçons, comme vous pouvez voir dans ces 2 différentes photos. Donc, dans la photo à gauche, ces glaçons vont tomber au fond. Donc, il faut remplir la verre avec les glaçons. Parce qu'un vrai glaçon, il va flotter sur la surface. Donc, si vous voulez juste, si vous utilisez les glaçons à gauche, il faut bien remplir la verre. Sinon, j'ai trouvé des glaçons qui flottent. Donc, c'est les glaçons que j'utilisais dans la photo à droite. Donc là, on n'a pas besoin de remplir la verre avec des glaçons. Ils flottent parfaitement sur la surface. Donc, c'est un autre détail pour montrer ou pour imiter des vrais glaçons dans votre photo. Et une autre astuce, c'est que ce n'est pas du thé que j'ai utilisé dans cette photo, c'est de sauce soja. Et la sauce soja, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans mes photos culinaires pour, par exemple, faire de thé glacé comme dans cette photo, ou de café, jus de pomme ou même de champagne. Donc, il faut juste mettre quelques goûts, ou si vous voulez faire un café, il faut mettre encore plus. Mais c'est une petite astuce pour pas de toujours utiliser le vrai produit. Et là, j'ai utilisé une charte de couleurs. Et c'est quelque chose que j'utilise dans presque toutes mes photos. Et c'est pour assurer la reproduction de couleurs fidèles à la réalité. Et je vais vous montrer dans la prochaine slide. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Ça ne soit pas peut-être très bien dans cette présentation. Mais à droite, vous voyez que la photo sur Lightroom, j'utilisais le profil caméra standard. Et après, grâce à cette color checker, j'ai pu créer un profil pour cette image. Donc, la photo au milieu, c'est avec la profil que je crée avec le color checker. Et la photo à droite, c'est la photo que j'ai retouchée. Et dans la fin de cette présentation, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez faire votre propre profil avec cette charte de couleurs. Mais d'abord, je voulais vous montrer les coulisses d'une photo qui est similaire de celle-ci, juste
pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe derrière. C'est juste une vidéo de quelques secondes. Je vais essayer de le démarrer. Voilà. Voilà, donc là, vous avez vu un peu les coulisses et j'ai utilisé un petit lumière aussi de la même marque Obolite. Et c'est pratique si vous voulez faire avoir d'autres effets dans votre photo ou peut-être avoir, par exemple, là, j'ai utilisé le grand de lumière et après je voulais avoir un peu plus de lumière qui passait à travers de cette verre. Donc, j'ai utilisé cette petite lumière qui est pratique aussi. Et vous avez vu comment j'ai placé les feuilles et mon appareil photo aussi. Et je vais vous montrer une autre photo que j'ai prise dans mon studio. Et là, je voulais imiter une piscine. Donc, j'ai créé moi-même une bac en plastique que je remplis avec d'eau. Et je vais juste vous montrer la vidéo de coulisses pour que vous puissiez avoir une idée de... Pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc, pas besoin de sortir ou trouver une piscine. Vous pouvez facilement faire votre piscine à la maison ou dans votre studio. Il faut juste utiliser une bac et une... En fait, je ne sais pas si vous pouvez voir dans la photo, mais j'ai placé une fonte bleue sous la bac en plastique pour avoir une couleur bleue de l'eau. Et après, j'ai mis un fond où je plaçais mes objets. Donc, ça, c'est le coulisses de cette photo. Et comme vous pouvez voir, j'ai utilisé le LED sans une softbox pour avoir une lumière dure dans mon mise en scène. Et là, c'est une autre photo que je vous ai montrée au début de la présentation. Et ça, c'est la vidéo des coulisses. Voilà. Et là, vous avez vu que j'utilisais un LED et j'utilisais cette feuille encore pour imiter les feuilles à l'extérieur. Donc, on va passer à la gestion des couleurs pour des teintes fidèles. Donc, je vais parler un peu de la balance de blanc, la charte de couleurs que je vous ai montré dans les slides précédentes et l'importance d'avoir un écran calibré. Donc, c'est toujours important de savoir si la balance des blancs est correcte quand vous allez prendre votre photo. Même si votre objet que vous photographiez est blanc, cela ne signifie pas qu'il restera blanc dans votre image. Donc, il peut avoir une teinte chaude ou froide. Donc, une source lumineuse peut être considérée comme chaude, neutre ou froide. Et on ne
peut mesurer la température de couleur en Kelvin. Donc, vous pouvez voir dans ce diagramme de température de couleur que plus la lumière est chaude ou jaune, plus le degré Kelvin est faible. Et plus la lumière est froide ou bleue, plus le degré Kelvin est élevé. Et cela signifie que la température de couleur de la lumière affecte ce que notre appareil photo capte. Donc, même si nos yeux voient un objet comme blanc, notre appareil photo n'est pas aussi intelligent et ne peut pas s'adapter automatiquement aux différentes températures de couleur comme nos yeux peuvent faire. Et là, c'est un exemple juste pour montrer ça. Donc, on sait que le lait est blanc. Et vous voyez cette bouteille avec lait au milieu. Donc là, j'utilise une lumière neutre. Et dans la photo à gauche, la lumière est froide. Donc, on va avoir une teinte froide dans notre photo. Et à droite, j'ai utilisé une lumière avec une température chaude. Donc, j'ai une photo avec une teinte chaude. Et là, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette charte de couleurs que je vous ai montré avant. Donc, il faut le placer dans votre mise en scène. Et c'est important qu'il couvre au moins 10% de votre cadre et qu'il est parallèle au plan de votre objectif. Il faut mettre le mise en point sur cette charte, sur l'un des couleurs que vous pouvez voir. Et c'est important qu'il est parfaitement exposé aussi. Donc, là, vous pouvez voir une photo avant et après. Donc, j'ai une scène avec un bol avec des fraises. Mais comme vous pouvez voir, les couleurs sont assez fades à droite, non, à gauche, parce que ça, c'était la photo avant. Et à droite, c'est la photo que j'ai obtenue avec le bon profil, après d'avoir utilisé cette charte de couleurs. Et ça, c'était avec la photo que j'ai fait dans cette présentation. Donc, j'ai utilisé la charte de couleurs. On ne voit pas la différence dans cet écran. On ne voit pas beaucoup qu'il y a une différence, mais il y a une petite différence quand même. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour créer un profil de couleur. Donc, vous pouvez soit le faire dans le logiciel de Calibrite, ou dans Lightroom ou un autre logiciel, mais moi j'utilise Lightroom. Donc, je prends toujours une photo avec le charte de couleur et après il faut aller au fichier et cliquer sur exporter avec preset et là il faut choisir Color Checker Camera Calibration. Et là, il va vous demander de créer un nom pour ce profil. Et puis, il faut cliquer sur et après, il faut, je pense qu'il faut fermer le logiciel, le Lightroom, et puis le redémarrer. Et puis, cliquer sur développer. Oui, Fabien? Oui, non, c'était juste si vous avez... parce qu'il y a deux façons de le faire, soit le plugin en Lightroom qui est très pratique parce que beaucoup de monde utilise ça. Sinon, il y a un logiciel indépendant que vous téléchargez sur le site Calibrite où vous pouvez créer, c'est le même principe, le même process, mais on peut créer des profils auprès Calibrite Profiler qui est le logiciel de Calibrite. Mais la plupart des gens utilisent Photoshop parce que c'est déjà un plugin, c'est intégré. Et voilà. Donc, juste une précision au cas où que les gens croient que chaque photo, il faut que je rentre le color checker. Ah non, non, c'est juste dès que vous allez changer la lumière ou l'intensité de la lumière. Exact. Donc, ce n'est pas pour chaque mise en scène. Donc, c'est juste dès que vous changez l'intensité de la lumière,
il faut prendre une photo avec le color checker. Voilà, donc la première photo dans une situation avec une lumière assez constante, vous prenez la première photo avec le chart, après vous mettez le chart à côté, vous faites votre shooting et tout se fait après en post-production. Voilà, vous créez le profil pour la première image et vous copiez et collez ce profil de cette image sur le reste du série des photos que vous avez pris. Donc vous avez gagné beaucoup de temps et vous êtes sûr à la fin qu'au moins cette série de photos au niveau de la gestion de couleurs, c'est correct. Bon, après vous pouvez après faire la retouche, faire ce que vous voulez, mais au moins à la base, c'est correct. J'ai des questions ici. Les autres logiciels, non. C'est soit Calibrate Profiler et après, vous pouvez exporter ce profil en DxO, Photolab, Camera One. Il y a Capture One aussi, je pense. Ah, il y a une plugin sur Capture One? Je pense qu'on peut l'utiliser sur Capture One aussi, mais bon, moi, j'utilise Lightroom, donc j'utilise le plugin ici. Mais c'est très facile et on garde énormément de temps. Parce que surtout quand je fais des photos produits, c'est très important que les couleurs sont exactement la même que le produit. Ouais. Donc là, c'est très important. Et après, on peut toujours faire modifier l'image, mais on garde beaucoup de temps. Est-ce que vous faites dans ce chart Color Checker Passport que vous avez montré, il y a une mire ou une cible pour le balance de blanc? Oui. Donc effectivement, on peut le faire live, tout de suite là, manuellement, ou on peut le faire après dans la retouche. Qu'est-ce que vous faites pour le balance de blanc? Oui, en fait, là, je ne vais pas montrer, mais il y en a ici. Ouais. Mais avec mon appareil, je pense que je n'ai pas besoin de faire cette réglage-là. Donc, pour moi, c'est suffisant de juste utiliser cette partie-là. Ouais, parce que celle-ci avec les couleurs. Effectivement, l'échelle de gris, compris cette petite mire balance de blanc. En tout petit, mais c'est dans les 24 patchs que vous avez là. Voilà. Mais après, dans ce produit, on peut régler le balance de blanc sans faire un profil après, juste directement dans l'appareil photo, quand vous faites un shoot, dans des lumières existantes, on peut manuellement établir un bon balance de blanc pour faire des shoots en RAW. Et ça, c'est souvent 50% du problème de l'image et le contraste. Si le balance de blanc est bien réglé, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Je vais plus... je vous laisse continuer. Non, mais c'est important de dire ça parce que parfois, par exemple, si on fait un shooting dans un restaurant et il y a plusieurs différentes lumières et des différentes températures de couleurs, donc dans une situation comme ça, c'est très important de faire ça d'abord et après. Mais par exemple, moi, je travaille beaucoup dans mon studio, donc j'utilise une seule lumière. Oui, exact. Donc, c'est contrôlé. Si on va faire un shooting à l'extérieur dans un restaurant ou dans un autre lieu, c'est indispensable. Donc là, je voulais juste vous montrer sur Lightroom, il faut cliquer sur Développer. Et là, vous voyez que c'est écrit Profil Camera Standard. Il faut cliquer sur Camera Standard pour trouver la profil que vous avez créé. Donc là, j'ai cliqué sur Camera Standard et puis il faut aller en bas et cliquer sur Chercher, Browse. Et là, vous allez trouver thé glacé. Donc, c'est le profil que j'ai créé pour ma photo. Il faut juste cliquer sur ce profil. Et là, vous voyez que c'est écrit Profile thé glacé. Et après, donc, je peux commencer à faire la retouche. Mais là, donc, je n'ai pas besoin de trouver les bonnes couleurs pour le citron et pour les couleurs d'autres objets dans mon scène. Donc, c'est très pratique.
Donc ça, c'était pour vous montrer comment on peut utiliser ou comment créer un profil avec le plugin dans Lightroom, mais vous pouvez aussi le faire directement dans le logiciel de Calibrite ou dans un autre logiciel avec le plugin. Et j'utilise aussi cette sonde de Calibrite pour calibrer mon écran. Donc, déjà, c'est très important d'avoir un bon écran pour faire la retouche photo, surtout si vous imprimez ou vous publiez vos photos en ligne. Et c'est important de calibrer l'écran aussi, au moins une fois par mois. Donc, quand vous travaillez sur vos images, vous voulez être sûr de voir les vraies couleurs que le capteur de votre appareil photo a pu capturer. Mais malheureusement, les écrans et les cartes graphiques sont fabriqués à l'aide des technologies et des matériaux différentes. Donc, on peut avoir une différence entre les couleurs qui sont affichées dans différents écrans. Donc, donc, c'est pour ça que c'est important de calibrer son écran. Et je pense que si je ne me trompe pas, le Calibrite, il vient de sortir d'un nouveau logiciel pour faire le calibrage, Fabien. Oui, la semaine dernière, il y a quelques jours. Oui, effectivement, c'était pour intégrer la calibration de l'appareil photo avec la charte. C'est tout intégré dans le même écosystème, Calibrite Profiler. On peut faire l'écran et les profils photos dans un seul module. Donc, très ludique, tout en français, très simple. On suit les étapes. Donc, voilà. Voilà, on peut calibrer les écrans, oui, c'est important. Je dirais qu'avant de faire des profils appareil photo, il faut un écran qui montre des couleurs déjà bien et qui est calibré. Donc ça, c'est pour moi fondamental. C'est la première chose à considérer si on va investir. Un bon écran et un écran calibré, voilà. Oui. Et Calibrite, ils ont des solutions de 100 € jusqu'à 300 selon les besoins des clients. On peut parler de ça à la fin. Mais tout écran ont besoin d'être calibré parce que comme Solly, elle a dit, différentes marques, différentes technologies, le fait qu'on les allume, on les éteint, un jour on est sur du noir et blanc, l'autre jour des couleurs flashy, tout ça a un impact sur le rendu couleur. Et donc, effectivement, même si l'écran croit qu'il affiche les bonnes couleurs, on a besoin d'une sonde pour, d'une manière indépendante, mesurer ce qui sort de l'écran et de faire des corrections. Et ces corrections sont sauvegardées dans un profil qui est sauvegardé dans la carte graphique de l'écran. Donc, voilà, c'est la gestion de couleurs, c'est une question des profils. Les profils pour l'appareil photo, un profil pour l'écran, un profil pour l'imprimante. C'est essentiellement des numéros. Donc, un écran va croire que ça va sortir un rouge RVB 1, 2, 3, mais effectivement, ça sort 3, 4, 5. C'est une légère différence et c'est le logiciel qui fait ces petites corrections pour corriger la couleur et sauvegarder ce profil dans la carte vidéo de l'écran dans ce cas-là. Oui, c'est la communication entre les différentes devices. Voilà. Donc, gestion de couleur, c'est essentiellement d'assurer que les différents appareils qui ont des différentes technologies et façons d'afficher de la couleur parlent le même langage. Et ce langage, c'est avec des profils. Voilà. Et au début, quand je faisais les retouches, je le faisais sur j'avais une iMac. Et j'ai vu que c'était toujours il y avait une différence. Et après, je investis dans un écran qui était dédié aux photographes et pour la retouche. Et là, j'ai vu que
Ouais, et que c'est c'est la intéressant que même vous couleur. parlez de ça parce qu'il y a une petite échange sur les écrans Apple qui sont souvent brillants. Ça, c'est vrai avec leur écran brillant parce que pourquoi c'est ça? Parce que quand on achète l'écran, quand c'est brillant, c'est très flashy, on est très séduisé. Je veux cet écran parce que waouh, c'est extraordinaire. Mais quand on fait de la photo, ça, c'est pas la réalité. Il faut diminuer un peu tout cette intensité et d'avoir des écrans avec des dalles mates, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux. Et quand vous parlez d'un bon écran pour la photo, on peut acheter un écran bureautique, pas trop cher, qui fait le travail, ça affiche des images. Mais un écran, disons, art graphique dédié pour la photo ou le vidéo, c'est un écran qui va en premier temps avoir un bon espace colorimétrique RVB jusqu'à 100%. Dans le cas de la photo, RVB, Adobe RVB à 99 ou 100%. Une uniformité de la dalle, les images, quel que soit où vous voyez votre image sur l'écran, c'est constant, tout autour de... Et ça, on paye cher pour cette qualité, donc l'uniformité de la dalle. Souvent, les écrans art graphique ont des visières pour aider à protéger la lumière qui vient de partout. Et même plus, il y a des écrans qu'on peut calibrer et sauvegarder le profil dans l'écran. Chez BenQ, chez ISO, chez ViewSonic, ils ont des écrans où on peut utiliser nos calibrateurs pour créer un profil qui n'est pas sauvegardé dans l'ordinateur, dans le carte graphique, mais c'est sauvegardé dans l'écran. Donc, c'est plus stable, c'est plus rond. Voilà. Donc, ça, c'est les choses à considérer quand on achète un écran. Oui, c'est ça que je fais aussi. Donc, je le calibre, je fais le calibrage dans l'écran de mon écran. Voilà, je pense que c'était le fin de mon présentation. Et donc, je voulais vous présenter parce qu'on a Miss Numérique a une offre aussi. Donc, c'est une offre de 15% de réduction sur le prix web avec le code CALI15 sur tous les produits de Calibrite chez Miss Numérique. Donc, cette offre est valable du 20 mars au 27 mars. Oui, je voulais signaler, donc il y a quelques produits déjà, on vient de lancer une offre de printemps sur certains produits. Okay. Ces produits, peut-être ce code ne va pas marcher parce qu'il y a déjà 30% de remise. Donc, évidemment, c'est sur tous les produits qui ne sont pas remisés, ce code va marcher. Okay. Donc, le passeport photo que Soli a montré, là, il y a une très, très belle offre, si ça vous intéresse. Le passeport, c'est bien parce que c'est très petit, c'est dans une plastique qui protège tous les murs. Vous avez la charte de blanc, de gris, le fameux color checker avec les 24 patchs de couleurs. Donc, c'est vraiment un couteau suisse pour la photo. Il y a aussi un mire qui s'appelle le passeport vidéo, qui compris cette charte, mais il y a aussi le charte pour les gens qui font du vidéo, qui font de la retouche dans DaVinci Resolve. Donc, c'est un charte hybride. Donc, si vous faites un peu de photos et vidéos, ça, c'est peut-être plus intéressant pour vous. Miss Numérique, ils ont aussi Obolite sur leur plateforme. J'avais des questions, Soli, sur la lumière, parce que c'est vrai que on est photographe, on achète tout l'équipement, l'appareil photo, le sac, mais souvent on oublie que la lumière a un impact primordial quand on fait l'image, parce que sans lumière, on ne voit rien, il n'y a pas de couleur. Donc la lumière, voilà, on voit de la couleur grâce à la lumière. On parlait de lumière de jour. Est-ce que sur les lampes que vous utilisez, les LED, on peut contrôler? Qu'est-ce qu'on peut contrôler au niveau de, évidemment, l'intensité, mais oui, si je ne me on trompe peut pas, on peut contrôler la température de couleur.
Oui, on peut régler l'intensité et la température de couleur aussi. D'accord, très bien. Et sur cette cellule-ci aussi que j'avais montré, c'est le même principe. Ouais. Et lumière de jour, quand on voit cette échelle de Kelvin, 6005, c'est techniquement la lumière de jour parmi les pros. Quand on parle de lumière de jour, si on a une Obolight ou une lampe d'une autre marque, pour répliquer un peu la lumière de jour, c'est quel réglage? Tu peux répéter la question? Quand on a souvent dans les lumières, on peut régler de 2700 Kelvin, qui est une lumière très chaud, très chaleureux, jusqu'à 6005 ou 7005, qui est très, très bleu et froid. Quelle est la lumière du jour, l'équivalent d'être dehors à midi? C'est quoi l'échelle correcte, ou ça, c'est pas important, c'est ce que vous voulez créer au niveau de l'ambiance? Je connais pas, pour être honnête, mais la température de couleur neutre, c'est entre 5000 et 6000, donc Voilà. 5500. D'accord. Et après, pour, par exemple, imiter le golden hour, pour avoir un peu de teinte chaude, on peut peut-être ajouter ça après ou déjà avec la lumière. D'accord, très bien. Je suis en train de voir, il y a beaucoup de questions. Donc ici, j'ai une question. Donc le Color Checker Duo, ça c'est un produit hybride. Ça c'est fin de vie. Maintenant, c'est le Color Checker Video 2. Même si c'est écrit Video 2, c'est le hybride. C'est essentiellement le même produit. Donc ça explique ça. Quelqu'un a posé la question de parler un peu plus de l'écran et la calibration. Il y a un webinaire la semaine prochaine, BenQ, où on va parler un peu de l'importance de l'écran, évidemment dans le contexte d'un sujet. Voilà, donc si vous êtes disponible, je pense jeudi prochain, Lumesca, ils font de nouveau un webinaire sponsorisé par BenQ. Ça, c'est une autre marque qu'on distribue en France. Les glaçons qui flottent, c'est quoi la marque? Il y a quelqu'un qui est très intéressé. Oui, de quel? Vous avez dit que vous utilisez, il y a des glaçons qui flottent au fond du verre, il y a d'autres qui restent debout. Est-ce que vous savez le nom de la marque? La marque, je me souviens plus la marque, mais en fait, il faut juste taper sur Google. Je pense que j'ai mis en anglais Floating Ice Cubes. Ouais. Donc, et vous l'avez trouvé sur l'Internet. C'est une marque que j'ai achetée, c'est une boutique aux États-Unis. Donc, c'était un peu cher pour, je n'ai rien trouvé. C'est un peu loin pour des glaçons. C'était un peu cher, mais c'est un bon investissement parce que c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Ouais. Le replay, donc vous allez recevoir tout le monde un email demain juste pour vous dire merci. Il y aura le lien du replay. Donc ça, c'est la question de Alex. Est-ce qu'on peut remplacer une boîte à lumière par une parapluie pour le rendu doux? De mettre le parapluie entre la lumière et le scène, oui, c'est pour, on peut diffuser la lumière avec la parapluie aussi. Mais on va avoir une perte de lumière parce que la parapluie est ouverte, donc on va avoir une perte de lumière. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un softbox parce qu'on ne va pas avoir une perte de lumière, mais oui, on peut utiliser un parapluie. Donc le boîte à lumière, un softbox, ça va déjà diffuser d'une manière douce la lumière. Oui. Et après, on peut mettre un nid d'abeille dans ces softbox qui fait son travail aussi. Oui. Donc voilà. Et après, j'ai constaté qu'on n'a pas besoin
les gens qui achètent des lumières, ils sont toujours très focalisés sur la puissance. Je veux beaucoup de puissance, mais on n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour créer ces rendus que vous avez eus dans Non, là, photos. j'utilisais celui-ci de Robolight, c'est 100 watts, donc c'est suffisant. Donc, Ouais. Et 100 watts, c'est beaucoup. D'avoir 300 watts. Ouais. Surtout sur des petits objets. Le petit iris est que 5 watts. Ça, c'est bien pour des trucs très proches. Oui. Mais Obolight font des petites, le micro à 8 watts, très sympa. Le mini à 20 watts. Déjà, là, on peut faire plein de choses très, très jolies. Donc, il ne faut pas se focaliser sur la puissance. C'est comment on utilise la lumière. Il y a aussi plein d'accessoires qu'on peut utiliser, des petites softbox sur les lumières pour diffuser la lumière. Est-ce que j'ai une question ici? J'essaie aussi de regarder les questions, mais je pense que... je pense qu'on est... Merci à tout le monde. Merci Soli. Tout le merci. Monde, il me semble qu'ils sont très contents. Quelqu'un a même trouvé un lien des glaçons qui flottent. Pour les glaçons, c'est bien. Vous pouvez peut-être le partager. Voilà. Je pense que c'était donc, dans l'email demain, on va mentionner Miss Numérique, tous les détails des promotions. Comme j'ai dit, on va mentionner quels produits sont déjà en promotion. Je vais mettre celle-ci si vous voulez faire un prime écran. Donc, le code, c'est Kali. Et puis, Kali, 15. voilà, 15. Bon, merci Soli. Merci Fabio et merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à expérimenter avec la lumière. Vous avez vu que je fais ces photos avec... S'il y a des gens qui habitent près de Nantes, le 9 avril, Soli et moi, on fait un atelier un peu sur le même sujet que vous voyez ici, donc un atelier physique à Concept Store qui se trouve dans le centre-ville de Nantes. Voilà, donc si vous voulez vraiment pratiquer, amener votre équipement et prendre des photos et voir un peu la retouche, on fait ça en live à Nantes le 9 avril. Voilà, sinon le prochain webinaire de l'UMESCA, c'est la semaine prochaine, le 27 mars à 18h, avec BenQ comme sponsor. Voilà, ça va être très intéressant. Ne ratez pas ça. Bonne soirée à tous et merci Soli et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.